Bonjour à tous, merci d'être là de si bon matin. Je suis Bernard Chollet, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais avoir le plaisir de, de présider cette session avec Sophie Provenchère de l'hôpital Bichat, qui est aussi la présidente du comité Sfar-Kotova. Sophie, tu veux nous dire un petit mot? Bonjour à tous, merci d'être là. Simplement pour vous dire que cette année, par rapport aux années précédentes, on a pu vous annoncer, et si vous n'êtes pas encore au courant, je vous l'annonce, que la SFAR et Arcotova ont décidé d'un commun accord de créer un comité SFAR, un comité Arcotova de la SFAR, qui va prendre en charge toutes les activités scientifiques qui étaient autrefois organisées et conçues par Arcotova. Arcotova demeure une association qui s'occupe de toute la logistique de l'organisation de nos manifestations, en particulier des masterclass auxquels je vous invite à participer, et du congrès commun avec la Société de perfusion et la Société française de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire. Tous les programmes scientifiques sont donc maintenant confiés à ce comité SFAR, dont le président est Jean-Luc Fellahi, et où moi-même j'occupe les fonctions de secrétaire. Ceci étant dit, nous avons le plaisir d'accueillir le premier orateur, qui est le docteur Laurent Saval, du Kremlin-Bicêtre, qui a accepté de nous parler des nouveautés sur la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Bien, merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité. Donc moi je suis pneumologue dans le centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Je vais vous parler donc de la globalité sur la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, ce qui va permettre ensuite de mieux appréhender le management périopératoire de ces patients qui sont très spécifiques. Et ce topo tombe plutôt bien puisque vous savez que les recommandations des sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie sont donc sorties fin août sur la mise à jour de la prise en charge des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire. Donc voici mes déclarations et liens d'intérêt. Juste pour introduire le topo, il faut qu'on soit évidemment bien clair sur ce dont on va parler. Vous savez que l'hypertension pulmonaire en tant que telle, ce n'est pas une maladie, c'est une définition hémodynamique. Il y a d'ailleurs une évolution dans la définition hémodynamique de l'hypertension pulmonaire. Avant, la définition retenait un seuil de pression artérielle pulmonaire moyenne supérieur à 25 mm de mercure. La définition maintenant est descendue à un seuil donc de 20 mm de mercure. Il y a d'autres modifications également dans la définition de l'hypertension pulmonaire précapillaire, puisqu'on intègre maintenant un niveau de résistance vasculaire pulmonaire qui doit être supérieur à 2 unités Wood et non pas à 3 unités Wood. Donc une fois que vous avez une hypertension pulmonaire, vous avez plein de conditions différentes qui peuvent aboutir donc à une élévation des pressions pulmonaires, d'où la classification qui évolue au fil et à mesure du temps en fonction des connaissances. Et donc nous, on va s'intéresser essentiellement au groupe 1 des hypertensions pulmonaires, donc les hypertensions artérielles pulmonaires, qui sont toutes précapillaires, dont le pronostic va être défini essentiellement par l'adaptation du ventricule droit à l'augmentation de la post-charge et qui sont toutes caractérisées donc par un remodelage des petites artères pulmonaires, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, qui va aboutir donc à une augmentation progressive des résistances vasculaires pulmonaires. Vous avez donc bien sûr d'autres formes d'hypertension pulmonaire que vous pouvez également rencontrer chez des patients qui ont des comorbidités associées. Vous avez le groupe 2 avec les hypertensions pulmonaires post-capillaires. L'utilisation des thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire n'a pour le moment pas sa place dans la prise en charge de ces hypertensions pulmonaires, même quand vous avez une part précapillaire qui s'autonomise au fur et à mesure du temps. Vous avez les hypertensions pulmonaires qui sont associées aux maladies respiratoires, que ce soit la BPCO post-tabagique, que ce soit les pathologies interstitielles. Là encore, l'intérêt des thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire n'a jamais montré son efficacité dans ce type d'hypertension pulmonaire. Vous avez le groupe 4 des hypertensions pulmonaires, les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques.
dont je dis un mot rapidement, mais il faudrait tout un topo également pour la prise en charge de ces patients qui a beaucoup évolué sur les dernières années avec le développement de thérapies combinées, que ce soit les traitements médicaux, que ce soit l'intervention par angioplastie pour les formes intermédiaires de séquelles post-emboliques, ou que ce soit toujours la chirurgie par endartaectomie pulmonaire pour les patients qui ont une obstruction proximale. Et enfin, vous avez le groupe 5 qui regroupe des mécanismes qui sont peu clairs ou des pathologies qui sont complexes. Donc on va revenir au groupe 1, les hypertensions artérielles pulmonaires. Donc les recommandations, comme je le disais, ont été mises à jour très récemment. Vous avez ici l'algorithme de prise en charge qu'on va détailler au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est que toute hypertension pulmonaire doit être référée dans un centre de référence ou de compétence de l'hypertension pulmonaire pour son bilan et sa prise en charge. Ça, c'est très important. Vous avez un réseau en France de l'hypertension pulmonaire qui comprend un centre de référence, 2 centres constitutifs et 24 centres de compétences qui sont répartis un peu sur tout le territoire national. Donc ces patients doivent être référés pour leur prise en charge et le diagnostic. Et ensuite, donc, toute prise en charge de ces patients-là, et notamment lorsqu'il y a une chirurgie, va nécessiter une prise en charge multidisciplinaire. Alors, quelles sont un peu les recommandations sur la prise en charge, déjà des généralités, les prises en charge non spécifiques de ces patients-là? On retrouve les mêmes recommandations que pour toute pathologie chronique, c'est-à-dire penser évidemment à vacciner ces patients, l'utilisation bien sûr des diurétiques en fonction donc de la sévérité de l'insuffisance ventriculaire droite, l'oxygénothérapie bien sûr pour les patients qui sont hypoxémiques, ce qui n'est pas toujours le cas, et donc une place éventuellement pour la réhabilitation respiratoire, mais qui reste encore pour l'instant assez réservée à une population bien contrôlée et encore dans le cadre d'études, notamment donc en France pour la réhabilitation respiratoire. Une des modifications qui a été intégrée là dans les guidelines, avant on anticoagulait un peu de façon systématique les patients qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire. Les diurétiques maintenant ont de moins en moins de place et on n'anticoagule plus de façon systématique, notamment les HTAP idiopathiques irritables ou les HTAP associés à des conditions et notamment la sclérodermie. Ceci repose sur des données de registre qui montrent finalement une tendance à une surmortalité, notamment chez les patients qui ont des comorbidités comme la sclérodermie lorsqu'il y a une utilisation systématique des anticoagulants. Ensuite, on a toujours le sous-groupe des patients qui sont répondeurs, donc vasoréactifs au monoxyde d'azote. Donc ça, c'est une condition rare d'une maladie rare, puisque ça représente environ 7% des hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques. Donc lorsqu'on fait une première exploration hémodynamique sur une HTAP sans étiologie évidente retrouvée, on fait systématiquement un test de vasoréactivité et on dit que le patient est répondeur si il baisse sa pression artérielle pulmonaire moyenne de plus de 10 mm de mercure en passant en dessous des 40 mm de mercure sans baisse du débit cardiaque. Ça prédit d'une réponse aux inhibiteurs calciques qu'on utilise à très forte dose chez ces patients-là. Et bien sûr, il faut réévaluer ces patients-là pour être sûr effectivement qu'ils vont être répondeurs au long terme sur les inhibiteurs calciques. Donc c'est vraiment une sous-classe de patients très spécifique qui a une survie qui n'a rien à voir par rapport aux non-répondeurs, puisque vous avez ici donc la survie des patients répondeurs aux inhibiteurs calciques sur le long terme. Donc ça n'a pas été modifié. En ce qui concerne maintenant les autres patients, donc la majorité des autres patients, on va utiliser donc les thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire, avec, comme vous le savez, 3 classes thérapeutiques qui sont actuellement utilisées, qui se sont développées au fur et à mesure du temps. Donc la première classe thérapeutique qui est donc disponible depuis le milieu des années 90, ça reste les analogues de la prostacycline, utilisés essentiellement par voie intraveineuse sur cathéter tunnelisé, l'époprosténol intraveineux, éventuellement en sous-cutané continu, le tréprostinil en sous-cutané. Et depuis le début des années 2010, est apparu donc un agoniste des récepteurs de la prostacycline qui s'utilise par voie orale, qui est le Selexipag, mais qui marche moins bien et qui doit être utilisé vraiment avec précaution. Ensuite est venu donc dans le début des années 2000, donc les médicaments qui ciblent l'endothéline, qui est un puissant vasoconstricteur et qui favorise le remodelage des artères pulmonaires. Donc les antagonistes des récepteurs de l'endothéline avec 2 drogues disponibles, le bosentan et l'ambrisentan donc en France.
Et ensuite, donc, la voie du NO à partir de l'année 2005-2006 avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, avec le sildenafil et le tadalafil qui sont disponibles en France. Et plus récemment, donc, le développement des stimulateurs de la guanylate cyclase qui, par un autre mécanisme, va augmenter la biodisponibilité du NO et qu'on utilise essentiellement dans les formes thromboemboliques chroniques. Donc avec le développement de ces thérapeutiques et surtout une utilisation beaucoup plus ciblée des thérapeutiques et de façon combinée, on voit une amélioration progressive de la survie des patients à partir des différents registres nationaux ou internationaux. Mais comme vous le savez, ça reste toujours une maladie qui est non curable avec une mortalité qui reste quand même non négligeable. Donc si on prend la cohorte historique avant l'ère des thérapeutiques spécifiques, la survie à 3 ans était de 50%. Elle est désormais de l'ordre de 70 à 80% selon le type d'hypertension pulmonaire, avec une amélioration de la survie apportée par l'époprosténol et ensuite donc l'utilisation combinée des différentes thérapeutiques. Alors comment on essaye maintenant d'améliorer le pronostic de ces patients ? Premièrement, on essaye de mieux dépister la maladie. Donc on ne peut évidemment pas dépister une maladie qui est rare chez des patients qui n'ont pas de facteur de risque. Par contre, tous les groupes de patients qui sont à risque de développer une hypertension pulmonaire, que ce soit les patients sclérodermiques, que ce soit les patients cirrhotiques, on est beaucoup plus vigilant. Et donc, pour certaines de ces populations, il y a maintenant des campagnes de dépistage systématique pour pouvoir faire le diagnostic le plus tôt possible. Une des grandes avancées sur les 10 dernières années, c'est arriver à stratifier le risque des patients, aussi bien au moment de la prise en charge qu'au cours du suivi, pour pouvoir adapter au mieux et combiner au mieux les thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Ensuite, donc, il y a eu, bien sûr, comme je l'ai dit, des améliorations d'ordre interventionnel ou chirurgical, essentiellement dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Il y a eu aussi beaucoup d'avancées faites dans la prise en charge périopératoire des patients qui sont transplantés pulmonaires à cause d'un échec des thérapeutiques maximales. Et enfin, donc, il y a un effort et il y a actuellement des avancées qui sont très significatives pour donc arriver à développer de nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge de ces patients-là. Donc, quelles sont les recommandations actuelles pour l'utilisation de ces traitements ? Tout patient, on va évaluer la sévérité de leur hypertension pulmonaire au moment de la prise en charge et régulièrement donc au cours du suivi pour pouvoir adapter donc la prise en charge thérapeutique de ces patients-là. Et donc, la stratification du risque chez ces patients repose sur la combinaison d'un certain nombre de paramètres cliniques, fonctionnels, hémodynamiques, échographiques, etc. Et notre objectif, c'est de pouvoir donc atteindre un profil de risque qui soit le plus favorable possible aux patients. Et donc, on est de plus en plus ambitieux dans l'utilisation combinée des thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Bien sûr, les objectifs thérapeutiques vont être modulés en fonction de l'âge du patient, en fonction du type d'hypertension pulmonaire, en fonction des comorbidités, etc. Donc vous avez ici donc la liste de l'ensemble des paramètres qu'on utilise donc régulièrement pour évaluer nos patients. Et donc au moment de la prise en charge, au moment du diagnostic, on essaye de stratifier les patients en 3 groupes, patients à bas risque, à risque intermédiaire ou à risque élevé, en combinant donc l'ensemble de ces paramètres. Vous avez les signes cliniques, vous avez le test de marche qui est très important, la classe fonctionnelle NYHA, l'épreuve d'effort qu'on utilise assez rarement chez certains patients, le NT-proBNP, l'échographie cardiaque, l'IRM éventuellement et le cathétérisme cardiaque droite. La difficulté, bien sûr, c'est que certains des patients peuvent avoir des paramètres qui sont dans le vert pour certaines de ces variables, des paramètres dans le jaune, des paramètres dans le rouge et combiner l'ensemble de ces paramètres. Donc la difficulté est d'utiliser donc de façon combinée l'ensemble de ces paramètres donc pour évaluer le risque des patients. Donc il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées et développées à partir de différents registres. Une des méthodes, c'est de mettre 1 point pour les paramètres qui sont dans le vert, 2 points dans le jaune, 3 points dans le rouge, de faire la somme et de faire la moyenne et de stratifier comme ça les patients en 3 groupes. Vous avez ici les données du registre qui émanent du registre suédois et du registre allemand et qui vous montrent qu'en utilisant cette méthode, on arrive à stratifier les patients de façon assez distincte au moment du diagnostic et encore mieux donc après, au moment du suivi, après la mise en route d'une première ligne de traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire.
Une autre méthode, qui est la méthode qu'on a développée à partir du registre français de l'hypertension pulmonaire, c'est de compter le nombre de critères qui arrivent dans le vert au moment du diagnostic, puis surtout au cours du suivi des patients, en prenant en compte la classe fonctionnelle NYHA, le test de marche, le NT-proBNP, la pression dans l'oreillette droite et l'index cardiaque. Et vous voyez qu'en fonction du nombre de critères qui sont atteints de bons pronostics, on va pouvoir distinguer de façon assez discriminante donc la survie des patients et donc adapter la prise en charge des patients en fonction de cette réévaluation qu'on fait de façon très systématique. On peut aussi, et on essaye de tendre aussi vers une réévaluation non invasive des patients pour essayer de limiter l'utilisation du cathétérisme cardiaque droit dans le suivi des patients. Le cathé droit, bien sûr, est un élément absolument indispensable au moment du diagnostic. On ne peut pas se passer d'un cathé droit. Il est aussi indispensable après la première réévaluation. Et on essaye maintenant d'espacer l'utilisation du cathé droit dans le suivi qu'on utilisait avant de façon systématique tous les ans. Et vous voyez que si on regarde que les paramètres non invasifs, c'est-à-dire le test de marche, le NT-proBNP et la classe fonctionnelle NYHA, si les patients atteignent ces 3 critères dans le vert, vous voyez qu'on a un très bon pronostic et qu'on arrive donc à identifier une population qui n'a pas besoin d'avoir de façon systématique un cathétérisme cardiaque droit dans le suivi. Donc, stratification du risque au moment de la prise en charge. On les stratifie en 3 risques et ensuite on va décider de la thérapeutique qu'on va initier en fonction de cette stratification du risque. Ce qui est très nouveau dans les recommandations, on va y revenir, c'est qu'on distingue d'un côté les patients qui n'ont pas de comorbidité et les autres patients qui ont des comorbidités. Je reviendrai sur ce qu'on appelle comorbidité. Pour les patients qui n'ont pas de comorbidité, on va donc distinguer les patients qui sont à risque élevé des diagnostics et les patients qui sont à risque bas ou à risque intermédiaire. On a montré, et ça c'est des études de grande ampleur, malgré le fait que ça soit une maladie rare qui ont été faites depuis le début des années 2010, on a pu montrer que l'utilisation combinée des thérapeutiques dès le diagnostic permet d'améliorer ou de retarder le délai avant aggravation clinique chez les patients qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc il y a de plus en plus une place de plus en plus importante dans la combinaison thérapeutique dès le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire. On a également montré pour les patients qui sont cette fois les plus sévères, qui sont à risque élevé, et en particulier les jeunes patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et héritable, que lorsqu'on initiait d'emblée une trithérapie, donc époprosténol intraveineux associé à un antagoniste des récepteurs de l'endothéline et à un inhibiteur de la phosphodiesterase 5, on arrivait donc à améliorer, à sortir les patients d'une situation initiale difficile et à obtenir une survie qui est bien améliorée donc sur le long terme. Et vous voyez ici en rouge les patients qui ont été traités par trithérapie d'emblée versus les patients qui ont été traités par monothérapie ou par bithérapie. Et on voit donc le pronostic maintenant qui est très bon pour les patients qui sont initiés avec une trithérapie d'emblée. Donc une fois qu'on a cette stratification du risque, on décide des thérapeutiques. Les patients qui sont en bas ou en intermédiaire bas, on va débuter, en bas ou en intermédiaire, on va débuter une bithérapie orale. Et les patients qui sont à risque élevé, on va proposer une trithérapie incluant une prostacycline intraveineuse. Et ensuite, donc, on va réévaluer les patients systématiques. Après la mise en route d'une première ligne de traitement, on les réévalue à 4-6 mois et ensuite au moins tous les 6 mois au cours de leur suivi. Et cette fois, on va essayer de proposer, comme je disais, une stratification plus simplifiée qui tend vers le non-invasif, même si le cathétérisme cardiaque droit reste utile pour certains des patients. Et on va essayer de les stratifier cette fois pas en 3 groupes, mais en 4 groupes, parce qu'on s'est aperçu qu'après la mise en route d'un traitement, 70% restaient dans un groupe intermédiaire qui était très hétérogène. Et donc, il y a de nouveaux outils qui ont été développés pour stratifier les patients au cours du suivi en 4 groupes, bas risque, intermédiaire bas, intermédiaire haut
est élevé, un peu comme dans l'embolie pulmonaire, en utilisant que la classe fonctionnelle, le NT-proBNP et le test de marche. Là encore, on attribue un nombre de points en fonction de où se trouve le paramètre et on fait une moyenne. Et vous voyez qu'on arrive donc, vous avez ici le registre allemand et à droite le registre français, on arrive donc à bien discriminer également la survie des patients. Donc c'est un outil important pour adapter la prise en charge thérapeutique. Et si les patients restent en bas, on va continuer la même thérapeutique. S'ils sont en intermédiaire bas, vous voyez qu'on n'est pas satisfait et donc on va proposer, s'ils ont été en monothérapie, de passer en bithérapie. S'ils ont été en bithérapie orale, de proposer une trithérapie orale avec les agonistes des récepteurs de la prostacycline. Par contre, s'ils restent en intermédiaire haut ou en risque élevé après une première ligne de traitement, on va d'emblée proposer la trithérapie et surtout, on va commencer à discuter d'un projet de transplantation pulmonaire. Ça, c'est pour les patients sans comorbidité. Vous avez les patients avec comorbidité. Ça a été rajouté un peu au dernier moment, avec des comorbidités qui ne sont pas bien définies. Il est juste listé hypertension, diabète, obésité et une DLCO inférieure à 40% pour rentrer ces patients-là. Alors, je pense qu'il va falloir dans l'avenir affiner un peu plus le nombre de comorbidités, puisque quand on regarde les registres, en fait, si on prend ces comorbidités, il y a au moins 50% des patients qui ont une de ces comorbidités. Et vous voyez qu'ils les mettent à part en disant qu'il faut mieux commencer chez ces patients-là par une monothérapie et ensuite faire une combinaison séquentielle des thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Ça, c'est un point qui fait déjà débat 15 jours après la sortie des guidelines. Il va vraiment falloir affiner à l'avenir ce qu'on appelle comorbidité pour donc adapter la prise en charge de ces patients-là. Donc voilà globalement comment on utilise les thérapeutiques, comment on adapte les thérapeutiques au cours du suivi. Ensuite, donc, il y a tout un programme de recherche, bien sûr, translationnel, pour essayer de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques donc, qui vont cibler le remodelage vasculaire pulmonaire ou bien cibler également l'adaptation du ventricule droit à l'augmentation de la post-charge. Donc, vous voyez, je vous ai listé un petit peu l'ensemble des mécanismes physiopathologiques qui sont éventuellement d'intérêt pour le développement de nouvelles thérapeutiques. Et si on fait actuellement donc le bilan sur les études qui sont en cours, vous avez des études qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement prometteuses qui vont cibler la voie BMPR2 et la voie activine. Donc la voie BMPR2, vous savez, c'est dans les formes d'hypertension pulmonaire héritable, donc d'origine génétique, 80% des patients, de ces patients-là, ont une mutation sur le gène qui code pour le BMPR2. Et on trouve également dans toutes les formes d'HTAP un dysfonctionnement de cette voie de signalisation BMPR2. Et donc, depuis 20 ans, on essaye de cibler les recherches sur cette voie-là, ce qui a toujours été un échec. Par contre, ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a une voie parallèle qui s'appelle la voie activine, avec donc le développement au départ d'un médicament qui voulait être utilisé pour les maladies hématologiques, le sotatercept, qui va trapper cette activine et qui va permettre donc de rééquilibrer la balance BMPR2 activine. Et donc, on a une étude de phase 2 qui est sortie l'année dernière, qui est extrêmement prometteuse, et plein de phase 3 qui sont en cours, avec des résultats qui sont attendus le mois prochain. Et donc, ça va faire probablement bouger la prise en charge et le pronostic de ces patients-là. On a également des thérapeutiques en cours de développement sur la voie PDGF par voie inhalée, qui revient au devant de la scène. Ça avait déjà été utilisé par voie orale il y a 15 ans, mais abandonné à cause d'un rapport bénéfice-risque qui était défavorable, et également donc des inhibiteurs de la sérotonine. Là encore, c'est une voie de signalisation étudiée dans les années 90, notamment après le développement des HTAP liés aux anorexigènes, qui a été abandonné après des essais thérapeutiques négatifs et qui est repris par de nouveaux médicaments qui ciblent cette voie-là, donc qui sont actuellement également en cours d'évaluation chez nos patients. Donc une recherche clinique qui est très active et surtout donc l'identification, encore une fois, du sotatercept qui risque d'être très prometteur dans les prochaines années. Donc en résumé,
Une meilleure connaissance des anomalies physiopathologiques et en particulier de la dysfonction endothéliale, vous voyez, a permis le développement de thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire. On a donc 10 médicaments actuellement disponibles pour la prise en charge de ces patients. C'est beaucoup de médicaments, mais les stratégies d'utilisation de ces traitements-là sont finalement beaucoup plus importantes, avec une évaluation du risque qui est absolument fondamentale, et ça va être vrai pour les patients en périopératoire, le risque faible étant considéré comme l'objectif thérapeutique à atteindre à tout moment chez nos patients. Le traitement combiné séquentiel est indiqué si le statut de risque faible n'est pas atteint. Donc en réévaluant les patients, on stratifie le risque et on augmente les thérapeutiques en fonction de cette réévaluation. De plus en plus de place pour une combinaison thérapeutique dès le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Chez les patients qui sont à risque élevé, on continue à utiliser l'époprosténol intraveineux qui reste le médicament le plus utile chez les patients qui sont les plus sévères, même si les contraintes sont difficiles. Et vous voyez que chez les patients qui ont des comorbidités, ajuster la prise en charge donc en fonction de ces comorbidités. Et donc des avancées thérapeutiques qui sont significatives, notamment sur la voie donc BMPR2 activine avec des résultats très importants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Très éclairant. Avez-vous des questions dans la salle? Sinon, pour commencer, est-ce que je peux te demander, c'est quoi le délai de réponse des patients quand on commence ces thérapies? Vous les revoyez avec quel genre d'intervalle et à quelle vitesse ils s'améliorent quand ils s'améliorent? Alors, quand on initie une thérapeutique, on se donne généralement 4 mois pour réévaluer les patients. D'accord? Quand on met un traitement, généralement, le patient commence à décrire un bénéfice clinique à partir de 1 mois, à peu près, mais pas avant. C'est-à-dire que ce n'est pas des thérapeutiques qui agissent immédiatement. Donc ça, c'est important, parce que, par exemple, quand on prend en charge une défaillance ventriculaire droite inaugurale d'une hypertension artérielle pulmonaire, il n'y a jamais d'urgence à démarrer la thérapeutique spécifique de l'hypertension pulmonaire, qui va avoir des effets vasodilatateurs. Et si vous le démarrez en urgence sans restaurer l'hémodynamique des patients au préalable, vous allez faire qu'aggraver le patient. D'accord ? Donc, c'est des patients qui n'agissent pas du jour au lendemain, parce que leur effet, c'est essentiellement anti-remodelage et pas tellement vasodilatateur sur la circulation pulmonaire, parce que c'est fixé. Donc d'abord, il faut restaurer l'hémodynamique des patients quand on a affaire à un patient qui arrive d'emblée en défaillance ventriculaire droite sévère, faire un bilan étiologique rapidement et ensuite démarrer les thérapeutiques spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Donc ça n'est jamais une urgence de débuter un traitement à 2 heures du matin. L'effet, il n'est pas immédiat. Au bout de 3-4 semaines, quand on revoit les patients, quand on initie un traitement, généralement, on les revoit à 1 mois pour être sûr que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, etc. Les patients, là, déjà disent « je me sens mieux, je me sens pareil » et généralement, ça va corréler à peu près à ce qu'on va constater à 3-4 mois lorsqu'on fait une réévaluation complète 3 à 4 mois après l'initiation du traitement. Merci beaucoup. Des questions? Et j'avais une autre question, c'est pourquoi les gens qui ont des comorbidités, les diabétiques, tout ça, il faut commencer par un seul médicament? Parce qu'il y a des interactions avec leur autre traitement Non, alors... En fait, lorsque les patients ont des comorbidités, alors c'est essentiellement déjà les patients âgés, d'accord, plus de 65 ans. Lorsqu'il y a une comorbidité, et souvent lorsqu'il y a l'association de plusieurs comorbidités, on peut sous-estimer une part de dysfonction diastolique du ventricule gauche. Et quand vous avez une hypertension pulmonaire précapillaire, vous avez un frein avant la dysfonction diastolique du ventricule gauche. Donc ça peut être difficile de l'apprécier et on peut avoir un profil hémodynamique qui est purement précapillaire. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on a un patient qui a des comorbidités cardiovasculaires, qui a un cathé droit qui rentre dans la définition du précapillaire, on va dire 33 de moyenne, 12 de pression capillaire pulmonaire, 8 d'OD. Déjà, la première chose, c'est de ne jamais s'arrêter là et de faire un test de remplissage au patient pour voir si, après test de remplissage, on ne voit pas la pression capillaire pulmonaire qui augmente à plus de 20 mm de mercure. Donc déjà, ça c'est la règle. Lorsque vous avez un patient qui a une hypertension pulmonaire pas très sévère, qui est précapillaire mais qui a plein de comorbidités, avec une OD qui est plutôt basse, faire un test de remplissage pour démasquer ça. Parfois, on ne le démasque pas.
Et ce qui peut arriver chez ces patients qui ont des grosses comorbidités, c'est qu'en mettant le traitement vasodilatateur, on va lâcher les vannes en précapillaire et le patient finalement va s'aggraver et va développer un œdème pulmonaire où on va voir la composante postcapillaire apparaître après l'initiation du traitement. Ça, c'est pour les comorbidités cardiovasculaires. Alors bien sûr, là où les guidelines vont devoir s'affiner, c'est que avoir 50 ans et juste une HTA bien contrôlée, c'est évidemment pas la même chose que d'avoir 72 ans et avoir un diabète HTA et obèse. C'est pas du tout la même chose. Et puis ça va dépendre aussi de la taille de l'oreillette gauche sur l'échographie cardiaque qui est aussi très informative. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est plus prudent chez ces patients-là. Ils ont inclus aussi la DLCO inférieure à 45% qui généralement signe l'existence soit d'une maladie respiratoire associée qui n'est pas non plus mis en premier plan, soit qu'il y a une composante vénulaire, je ne suis pas rentré dans les détails, de l'hypertension artérielle pulmonaire, on a une atteinte artériolaire et vénulaire, et là pareil, si on tape fort d'emblée, on risque de créer un œdème pulmonaire, même si ça reste des hypertensions pulmonaires précapillaires. C'est pour ça qu'on a tendance à être plus prudent, à faire une monothérapie, quitte à monter en bithérapie 3 à 4 mois après, si c'est bien toléré, qu'on a une bonne réponse, ou faire ce qu'on appelle une combinée séquentielle rapide, c'est-à-dire qu'à 1 mois, s'il va bien, je rajoute la deuxième thérapie, à 1 mois, s'il est bien cliniquement. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Oui, moi j'ai juste une question. Ce qui nous intéresse, nous anesthésistes, c'est la prise en charge périopératoire de ces patients. Ça va faire l'objet du topo suivant. Mais comme la plupart de ces patients sont dans une filière, est-ce que vous insistez, les anesthésistes, à systématiquement vous les renvoyer en consultation avant une chirurgie à risque, on va dire, intermédiaire ou élevé? À partir du moment où on est sur une chirurgie de risque intermédiaire ou élevé, il y a systématiquement une prise en charge multidisciplinaire de ces patients-là. Donc on a un lien avec notre équipe anesthésiste, nous-mêmes, le chirurgien. Il y a une discussion au staff qui est quasiment systématique si on est à un risque intermédiaire ou élevé. Je ne parle pas des endoscopies, etc., où là, on ne va pas staffer tous les patients. Et on parle ensemble du risque dit patient, de comment on peut optimiser, mais on va en parler après, je pense, de l'anesthésie, du management périopératoire de ces patients-là. On réévalue le patient si l'évaluation date de plus de 4-6 mois, on réévalue le patient. Et si le patient est sur un risque intermédiaire haut ou élevé, on va même refaire un cathé droit systématiquement avant pour optimiser la volémie, préparer le patient à la chirurgie. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est la prise en charge multidisciplinaire. Et à partir du moment où il n'y a pas d'urgence, il faut éviter l'urgence. Tout ce qui n'est pas urgent, on doit poser, on doit réévaluer le patient. Et si on peut, on doit référer le patient dans un centre où il y a des anesthésistes habitués, des chirurgiens et des experts de l'hypertension pulmonaire sur le même lieu. C'est tout. Quand on a le temps, c'est toujours mieux. Voilà. Merci beaucoup, Laurent.